recevoir en premier la première présentation d'Éliane Dussault, intitulée « Une lueur d'espoir pour les survivantes de maltraitance ». Pour la présenter, Éliane est candidate au doctorat et chargée de cours en sexologie à l'UQAM. Ses recherches portent sur la présence attentive et le bien-être sexo-relationnel des survivants et survivantes de maltraitance en enfance. Passionnée de vulgarisation scientifique, Éliane est notamment éditrice du blog Trace et lauréate du concours Dialogue des fonds de recherche du Québec. Donc, on peut accueillir Éliane. Bonsoir. Est-ce que j'ai un signal pour commencer ou c'est quand je veux? Parfait. Donc, la présentation que je vais faire ce soir va porter sur une partie de mes données de thèse doctorale. Donc, tout d'abord, une question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que dans le titre de ma présentation, j'ai mentionné une lueur d'espoir? Quand on parle de maltraitance à l'enfance, on fait référence généralement à différents types de traumatismes, de mauvais traitements qui sont perpétrés de la part de figures parentales envers un enfant âgé de 18 ans et moins. On inclut notamment de la victimisation sexuelle, physique et psychologique, de même que la négligence dans ces types de maltraitance. J'étais rendue où? Donc, c'est ça. Généralement, quand on parle de maltraitance, on va beaucoup faire référence aux conséquences négatives associées à ces formes de traumatisme, comme au niveau de la sexualité et des relations intimes à l'âge adulte des personnes survivantes. Ce qu'on peut observer notamment, c'est que ces personnes-là vont avoir plus de difficultés à s'investir dans des relations intimes à l'âge adulte, vont avoir des relations qui vont être plus caractérisées par les conflits qui peuvent escalader en violence conjugale et vont éprouver plus de difficultés sexuelles également. Par contre, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a certaines personnes qui vont vivre des trajectoires de guérison et d'épanouissement à la suite de ces traumatismes. Donc, on voit qu'il y a un portrait qui n'est pas tout à fait homogène par rapport au vécu des personnes survivantes à l'âge adulte. Cependant, il y a beaucoup moins d'études qui se sont penchées sur les trajectoires de guérison et épanouissantes chez les personnes survivantes. C'est ici que la présence attentive vient intervenir. Si jamais vous avez jamais entendu parler de présence attentive, ça se peut que vous en ayez entendu parler sous les termes de mindfulness ou de pleine conscience. Généralement, dans les études, on va la définir comme étant la conscience qui émerge lorsqu'on porte attention dans l'instant présent, sans jugement et avec acceptation. Si vous regardez juste ici, sur le petit collage que j'ai inclus dans le diaporama, vous allez pouvoir voir qu'il y a énormément de couvertures, de revues, de livres, d'applications qui existent sur la présence attentive maintenant. C'est parce qu'on a accordé vraiment une attention exponentielle à ce mécanisme vraiment important pour le mieux-être des populations, pour toutes sortes de problématiques de santé et de société, notamment. Si jamais vous n'êtes jamais prêté à la présence attentive, je vous invite à faire un petit exercice avec moi. Si vous êtes confortable, si c'est accessible pour vous, vous pouvez fermer les yeux. Puis, sans tenter de la changer, portez toute votre attention sur votre inspiration, votre expiration, dans toute leur longueur, dans toute leur profondeur. Je vous invite maintenant à revenir avec moi pour le reste de la présentation. Donc, on vient de faire une très courte pratique de présence attentive. La présence attentive peut agir comme une lueur pour les personnes survivantes de trauma à l'enfance ou de maltraitance. Pourquoi? Parce qu'elle a un potentiel de guérison par une reprise de contact avec le moment présent. Cependant, ce qu'on vient de faire ensemble, ça s'appelle une pratique plus ou moins structurée de présence attentive. C'est beaucoup plus difficile à exercer pour les personnes qui ont vécu des traumas ou de la maltraitance parce que, à cause de leur contexte familial qui souvent ne permettait pas
de développer les capacités nécessaires pour entrer en relation avec le monde de façon empreinte de présence attentive, ce qu'on voit, c'est qu'il y a plusieurs mécanismes d'évitement qui sont souvent maintenus à l'âge adulte, comme la consommation de substances ou de l'investissement dans des relations intimes de codépendance, par exemple. Cependant, dans le bon contexte, la présence attentive peut vraiment offrir un tremplin pour la guérison pour les personnes qui ont vécu de la maltraitance. C'est ici que mes recherches doctorales interviennent. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a certaines personnes survivantes de maltraitance qui ont vécu des événements difficiles, mais qui vont vraiment mieux s'en remettre que d'autres à l'âge adulte, qui vont éprouver une sexualité et des relations intimes plus ou moins épanouies. Donc, le portrait est assez hétérogène là, selon les individus. Je me suis donc posé plusieurs questions, dont 2 que je vous présente ce soir, qui m'ont vraiment habité durant les dernières années, c'est-à-dire qui s'en sort mieux et quelles sont les trajectoires qui caractérisent ces individus-là pour nous aider à mieux accompagner les personnes qui s'en tirent avec plus de difficultés à l'âge adulte. Dans une première étude, on a fait une analyse de profil. Je vous invite à porter votre attention sur la petite figure qui est à droite. Donc, une analyse de profil, en quoi ça consiste? C'est qu'on prend une population, donc un échantillon de recherche qui est désorganisé, hétérogène, puis on essaie de le regrouper selon un tout ou plusieurs tout qui ont un sens. Donc, de prendre des individus qui, au sein d'un même groupe, vont avoir des caractéristiques similaires, mais qui, entre les groupes, vont être différents. Dans notre échantillon, on a trouvé 3 groupes de personnes qui avaient vécu des maltraitances différentes et qui avaient des niveaux de présence attentive différents. Le premier profil avait vécu moins de victimisation et avait un niveau de présence attentive plus élevé. Le deuxième groupe avait vécu de la maltraitance, surtout psychologique, et avait un niveau de présence attentive faible. Et finalement, le troisième groupe avait vécu de la maltraitance multiple, donc c'est-à-dire au niveau physique, psychologique et majoritairement sexuel, ainsi qu'une présence attentive faible. Vous remarquez peut-être que les prévalences de l'agression sexuelle à l'enfance dans ce tableau-là sont très élevées. C'est normal, c'est parce que le focus de l'étude portait vraiment sur l'ASE, comme on va le nommer dans la présentation. Quelques résultats sur lesquels j'aurais aimé porter votre attention, c'est que dans le premier groupe qui a vécu peu d'autres formes de victimisation que l'ASE, on compare les non-victimes d'agressions sexuelles aux victimes et ce qu'on voit, c'est que ces gens-là s'en sortent de la même façon au niveau sexuel et relationnel à l'âge adulte. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il semble que l'ASE ne soit pas suffisante pour expliquer les difficultés sexo-relationnelles à l'âge adulte. Bien que l'ASE soit un traumatisme important pour les gens qui le vivent, on s'entend. C'est juste que potentiellement, dans leur contexte familial, il y a peut-être pu avoir davantage de dévoilement de l'agression sexuelle, de prise en charge et de cessation des actions et potentiel de guérison pour les personnes survivantes. Ensuite, dans notre deuxième et dans notre troisième groupe, on a quand même des niveaux différents de maltraitance et des types différents aussi. Cependant, les gens ne se distinguent pas au niveau de leur présence attentive. Donc, ce que ça nous indique potentiellement, c'est que le simple fait d'avoir un environnement familial qui n'est pas sécurisant, où il y a certains niveaux de maltraitance, pourrait affecter le bien-être sexo-relationnel à l'âge adulte. Cependant, quand on regarde au niveau des conséquences sexo-relationnelles, il y a un effet cumulatif qui se fait ressentir. Donc, il semble que plus on vit de types de maltraitance différents et plus ceux-ci sont chroniques, répétés dans le temps, et plus ça semble affecter la sexualité et les relations à l'âge adulte. Ensuite, on a procédé à une analyse approfondie des trajectoires de vie des personnes participantes du profil 3, donc qui avaient vécu le plus de formes de maltraitance. Ce qu'on peut voir, qui est illustré par les flèches dans la diapositive, c'est une trajectoire qui mène de la souffrance à la guérison au sein de ce sous-groupe de l'échantillon. Donc, ce qu'on voit tout d'abord, c'est que les participants de ce sous-groupe ont vraiment une myriade de stratégies d'évitement dans lesquelles elles s'investissent, notamment, par exemple, la consommation de substances ou l'investissement dans des relations de codépendance.
À la suite de certaines circonstances de vie, comme des échecs amoureux répétés, certains participants vont se tourner vers une réduction de leur stratégie d'évitement. D'autres personnes vont plutôt dire « il me semble que ce que je vis, c'est difficile, je vais essayer de trouver d'autres façons de vivre mon quotidien. » Puis, ces autres façons-là impliquent de réduire les stratégies d'évitement. Finalement, on voit que la réduction des stratégies d'évitement passe par une recherche de sens et par une redéfinition du sens qu'on donne à sa vie. Puis tout ça, en fait, est vraiment familier avec la présence attentive parce que pour faire ça, il faut développer une conscience accrue de son vécu, de son ressenti, etc. Dans une autre étude, on a analysé les trajectoires de vie des participants du profil 2, donc les personnes qui avaient vécu particulièrement de la maltraitance psychologique et l'agression sexuelle à l'enfance. Ce qu'on voit, c'est que les personnes de ce groupe-là vont attribuer leurs difficultés sexuelles et relationnelles à l'âge adulte à l'agression sexuelle à l'enfance qui a été vécue. Pourtant, ce qu'on voit dans l'autre étude de profil que je vous ai présentée, c'est que le seul vécu d'agression sexuelle ne semble pas suffisant pour expliquer les difficultés sexuelles et relationnelles à l'âge adulte. Donc, il y a potentiellement une éducation populaire à faire ici sur les différents types de maltraitance et leurs conséquences possibles pour les adultes. Chez nos personnes qui vont mieux, ce qu'on voit, c'est que leurs trajectoires sexo-relationnelles sont vraiment caractérisées par le développement d'une authenticité, une capacité à mettre des limites au sein de ces relations et à se montrer vulnérable dans ces relations intimes. Ce qu'on voit aussi, c'est que généralement, cette trajectoire-là va être enclenchée soit par la rencontre d'une ou d'un partenaire intime qui va favoriser un sentiment de sécurité, ou soit par l'investissement dans une trajectoire personnelle comme une thérapie. Cependant, ce qu'on voit, c'est que quand on a tendance à s'investir dans l'un ou à rencontrer un partenaire, l'autre va se revenir par la suite, comme pour former un cercle vertueux vers la guérison. Dans ces données-là aussi, la recherche de sens et l'acceptation des événements qu'on ne peut pas changer dans son passé semblent vraiment jouer un rôle clé pour développer une façon d'entrer avec le monde qui est empreinte de présence attentive et qui permet la guérison. Si on met tout ça en commun, j'aurais quelques constats que j'aurais envie de vous transmettre pour aujourd'hui. Tout d'abord, je n'ai pas procédé à une analyse des trajectoires de vie en profondeur des participants du profil 1 parce que je n'avais pas suffisamment de données pour produire une étude de qualité. Donc ça nous indique que dans le futur, il pourrait être intéressant de répéter des analyses auprès d'un autre échantillon. Ensuite, ce qu'on voit, c'est que les différents types de maltraitance peuvent avoir des rôles respectifs dans le développement des difficultés ou du mieux-être sexuel et relationnel à l'âge adulte. Ce qu'on voit aussi, c'est que la maltraitance physique, donc la négligence ou la violence physique, ont tendance vraiment à arriver de façon co-occurrente avec la maltraitance psychologique. On gagne aussi à illustrer aux personnes survivantes qu'elles peuvent avoir de l'espoir d'aller mieux et leur faire valoir qu'est-ce qu'elles gagnent à développer une autre façon d'entrer en relation avec la vie qui est empreinte davantage de présence attentive. Puis, finalement, quand on parle de séquelles sexuelles et relationnelles à la suite d'un vécu de maltraitance à l'enfance, il semble que l'établissement de relations sécurisantes, qu'elles soient avec des professionnels ou avec des partenaires intimes, joue vraiment un rôle clé dans le mieux-être, tout comme la recherche de sens par rapport à son histoire. Je vous remercie. Merci, Eliane, pour ta présentation. Donc, je vais inviter pour une période de 5 minutes les gens qui ont des questions à venir au micro ici pour poser leurs questions. Allô? Je me demandais, comment t'en es venu à choisir le nombre de différentes formes de victimisation plutôt que d'autres caractéristiques des personnes pour former tes classes latentes?
Tout d'abord, pour les intellos de ce monde qui nous écoutent, j'ai fait une classification hiérarchique et non des classes latentes, ce qui n'est pas important pour le bien de la présentation. Si je comprends bien ta question, c'est pourquoi on a nommé les groupes de cette façon? Oui, plutôt que de prendre d'autres caractéristiques. Parce que les variables sur lesquelles on s'est basé pour composer nos profils, c'était vraiment les variables de maltraitance et de présence attentive. Donc, on a nommé nos groupes selon les variables qu'on avait utilisées pour former nos groupes. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui. On pourra en rejaser de vive voix si jamais. Merci. D'abord, merci pour la présentation. J'ai une petite question. Est-ce qu'il y a d'autres variables explicatives du mieux-être qui ont émergé pendant ton étude? Ben, c'est sûr que je me suis vraiment intéressée à la présence attentive comme mécaniste. Ça faisait vraiment partie de mes intérêts de recherche. Donc, c'est dur à expliquer sans faire une liste d'épicerie parce que j'avais un devis d'études qui était mixte. Donc, j'ai à la fois des données quantitatives, des données qualitatives, comme certaines personnes ont pu le déduire. Mais dans les données qualitatives, ce qu'on voit, là, c'est vraiment... Il y a le concept de croissance post-traumatique qui prend de la place aussi. Donc, le fait d'être capable de vivre des changements positifs à la suite de vécus traumatisants, d'événements adverses très bouleversants. Donc, la croissance post-traumatique, c'est un peu ce que j'essayais de dire ici, c'est qu'elle émerge vraiment dans le cadre de relations sécurisantes à la suite d'un vécu de maltraitance, ce qui semble logique considérant que la maltraitance est un trauma de nature relationnelle. Donc, il semble qu'il faille passer par des relations sécurisantes pour avoir une forme de guérison. Donc ça serait une chose que je pourrais rajouter. Et sinon, ce qu'on voit aussi dans les récits de vie, c'est qu'il y en a qui vont vraiment s'investir dans des pratiques spirituelles organisées comme pratiquer la méditation, aller faire des marches méditatives, etc. Mais c'est vraiment pas la majorité de nos participantes, participants. Donc, ce qu'on voit, c'est que vraiment le fait d'être capable de raconter une histoire, ce qu'on peut appeler la mentalisation aussi, donc redonner un sens à son histoire différent de ce qu'on a vécu, par exemple en arrêtant de se blâmer pour les événements, va aussi favoriser la guérison. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je n'ai pas des mécanismes clés identifiés parce que je n'ai pas fait d'analyse de médiation ou quoi que ce soit, mais dans ce que j'ai vu émerger dans les récits de vie, c'est ce qui ressortait le plus. OK, merci. Merci. Merci.